y a des jours où tu as l'impression que tout va de travers et que des mauvais trucs qui arrivent de tous les côtés. Toi-même, t'es moitié patraque, tu comprends rien à ce qui se passe. Donc dans ce cas-là, on se replie là, et puis dans les lectures, il ne s'agit pas de faire de la pub pour tout ce qui est machin, de prix et tout ça. C'est toujours des moments où ça sent un peu fétide, tout ce qui se brasse là. Donc tu reprends quoi? La poésie. Mais là, moi je voudrais quand même suivre des fils assez précis. Par exemple, la question du carnet et du travail. Ça, on va faire ça avec Edmond Jabès dans la foulée, demain. Et puis, ce rapport de la prose à la poésie. C'est pas une question de genre. Nous, il y a longtemps que, contrairement à, par exemple, la tradition américaine du creative writing, avec ta prose, c'est 7 moulinettes, et puis ta poésie, c'est 7 moulinettes, et puis tout ça, nous, on n'est pas dans les moulinettes. On n'est pas dans le robinet d'eau tiède. Ça n'empêche pas que le robinet d'eau tiède, dans notre société, ça marche pas mal. Non, on est dans suivre une singularité, chercher les paramètres, comment ils marchent, et puis les auteurs qui nous intéressent le plus, c'est précisément ceux qu'on ne sait pas où classer. Allez chercher Beckett, vous allez chercher en théâtre, en roman, prenez Bernard-Marie Coltès, quand vous le trouvez en théâtre, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis la question par exemple, oh, Henri Michaud, quel grand poète. Ben non, quel grand auteur fantastique. Et toujours l'impression, dans ces 6 ans, là, j'ai fait 131 ateliers d'écriture en 6 ans, les mercredis après-midi, à l'École nationale supérieure des arts de Paris, Cergy, qui ne me verra plus jamais. Dans ces 131, évidemment, on suit des pistes narratives, on va travailler les personnages, mais on travaille la langue, ce rapport au réel, le rapport à l'image, et puis le rapport à comment mentalement on se construit pour se lancer, sauter dans la langue. Et ça, ce moment en amont, ce moment de la première prise d'écriture, c'est tellement ça qui est le plus magique, le plus décisif. Et tout. Alors évidemment, la poésie, il y a quelque chose qui est de l'ordre du moteur absolu de la langue, la façon dont la langue travaille en elle-même et se projette en dehors en tant que langage. Alors après, comment on le réalise? Moi, j'ai toujours vécu que c'était l'interdit de me projeter en poésie qui me permettait de travailler l'humilité du récit, par exemple. Donc je l'assume complètement. Mais en même temps, le travail de la langue, l'expérience du langage, c'est tout le temps là, dans la poésie, que je le cherche. Et évidemment, là, c'est souvent quelque chose aussi où je pense qu'on est toujours tributaire de ses premières lectures, pas de ses premières amours, mais du chemin arbitraire compris pour soi-même les découvertes. Moi, je sais pas à quel âge, mais je pense que c'était en terminale. Je suis tombé dans quelque chose d'extrêmement ténu, discret, beau, et c'est L'homme approximatif de Tristan Tzara. Je connaissais rien, ni qui c'était Tzara, etc. Mais j'ai même plus souvenir de ce qui m'avait fait élire ce livre. Simplement, je sais que c'est la première fois que j'ai acheté un livre de poésie, c'était L'homme approximatif. Et je sais aussi que souvent, c'est pas chez moi que je le lis. Donc, je suis dans une ville, un hôtel, etc. Puis, non, allez, tu te le rachètes. Ouais, après, je m'en débarrasse toujours, je l'offre. Mais donc j'ai toujours un homme approximatif à peu près neuf, mais c'est revenir. Alors c'est pas des choses qui sont pour moi les plus pointues, accrocheuses aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui est présent dans le travail. C'est présent en tant que et que l'amour suive l'amour d'un consolé soleil, suivi là-haut où tout n'est que pierre, amoureux des pentes douces, sorciers des brusques eaux, que la nuit grelotte au fond de cale, que tu puisses sortir des poches des cocotiers, les mouchoirs volants ou sourdes, les vœux des voyageurs sans lune. Sur les difformes illusions et les entrepôts des races, la pluie met sa bâche de cerf, et le cotre grandit au sein de corail béquette le récif, les yeux mouillés en rade de découragement qui t'attendent, là-haut où tout n'est que pierre, et s'en détourne avec indifférence. Bon. C'est ouvert au hasard, pas plus. Mais cette musique-là, ça a été pour moi
une sorte de passeport. Et je continue, par exemple, juste à côté de Montparnasse, il y a la petite entrée du cimetière qui donne sur la tombe de Baudelaire. Ben là, il y a la tombe de Tristan Tzara, toute humble, une simple plaque, une simple dalle avec des herbes, quelques fleurs posées par les gens. Moi, je passe jamais dans le coin sans aller m'y recueillir. Alors quand ça va mal, pour me pitoyer, hein, c'est pas ça. De toute façon, il faut bien que je continue mes vidéos une par jour. Puis là, j'ai pas le choix. Et 3 heures l'après-midi, il faut qu'elles sortent là maintenant. Ben, j'ai ressorti. Alors, c'est les œuvres complètes. 1, 2, 3, 4, etc. Je sais même pas si on les trouve encore, les œuvres complètes de Tristan Tzara. C'est Jean Béard. Vous savez, la liste de Mélusine qui a publié ça. Vous voyez, c'est imprimé en 1977. Bon, chez les bouquinistes, quand vous en trouvez. Et alors, rien que les titres, par exemple, dans cette période-là de la montée de la Deuxième Guerre mondiale, toutes les années 30, 1934, 36, le moment où Tzara, d'ailleurs, s'est éloigné du surréalisme, La Maison Breton, ce texte qui s'appelle « Personnage d'insomnie ». Il y a un titre, là, qui est paru en 1934, dans sa toute première publication, qui s'appelle « Abrégé de la nuit », et qui est une alternance de versets, poèmes. J'ai laissé le corps qui sous le vent se défait à l'intérieur des douves, déjà mal ajusté, bien pauvre, doux crépitement de noyaux de cerises, se lézarder le long des sous-pontes et des agricultures crayeuses de glace tardoise et de raideur, les souffrances nuageuses de la vague en mal de retour coupé à ras, serviles proverbiales, et puis de fragments qui, eux, sont non pas plus narratifs, mais qui sont en prose. Et ça, pour moi, ça compte énormément, parce que si je prends, voilà, ça fait, là encore, une trentaine de pages, c'est-à-dire que cette question de l'objet livre, comment, en fait, on a toujours été victime d'une illusion de livre, alors que les textes, c'est pareil chez Jacques Dupin, qui s'écrivent, qui sont grands, trouvent leur cohérence dans des espaces beaucoup plus petits, qui fait que c'était publié de façon artisanale. La poésie, souvent, c'est pareil pour Michaud, ce sont des tout petits... respectant le fait qu'il s'agisse de 14, 15 chapitres de chacun 2 pages, et que cette question du narratif, est-ce qu'on est pour autant dans du poème en prose? Est-ce qu'on est dans inventer du récit? Non, dans quoi on est? Dans la langue prose. Et c'est bien des fois d'aller mal, parce que c'est à ça qu'on reprend goût. J'aime les substances humaines compactes et échevelées, celles qui, difficiles à démêler même avec des ailerons de subite aurore, trouvent dans un sommeil toujours vierge l'oubli des yeux aigus et des mémoires scrutatrices. Très rares, ces femmes d'eau n'apparaissent devant les ventouses des miroirs qu'entre les heures non mesurables qui relient l'indéfinissable insomnie au jour définitif. Et si celui-ci tombe comme une masse haragneuse et froide sur la conscience de l'homme, le refuge dans une végétation de douceur sous-marine, sous l'œil ambigu ne sait que prolonger la résolution d'un son bourdonnant, héritage de la nuit enfantine, à travers des tunnels fragiles de transparentes membranes et de métamorphoses planétaires. Une vibration décousue de lamentation se brise comme de minuscules carreaux dans des sacs de clochettes et des grincements de bijoux. Le soleil est son pur ennemi. Le vent peut lui procurer l'ivresse dont frémissent les pauvres au pied de l'escalier, et les roches galvanisées par les vagues se trouvent à la portée de sa frénétique rigueur. C'est ainsi que la mer, cellule du rêve, contient le plus grand nombre de possibilités nucléaires, d'où les apparitions de nuages et d'éclairs musclés à figuration anthropomorphe sont capables d'influer sur les légères modifications de sexe des êtres qui en résultent avec la simplicité de l'orage. Et
toutes les cruches se cassent avec un bruit de montagne sèche, tandis que par couches successives, de plus en plus aériennes vers le sommet, un sentiment de vie, sous-entendu de reproche, éclaire d'une nouvelle pierre précieuse la continuité du charme humain à travers les grottes de poudre. Je saute d'un fragment de prose à l'autre, toujours Tristan Tzara. Il s'agit, à travers les effondrements de la mémoire, de suivre pas à pas le prodigieux développement d'un coefficient de ruine qui prendra sa place dans un système universel de délabrement et d'étourderie. Quelle est la conduite habituelle d'un écroulement de la nature ambiante dans le cadre de chaque événement à l'usage de la vie fruitière? Ce n'est pas au rare moment d'héroïsme qui frappera en vertu de la décadence du corps et des liens sociaux la poitrine du ciel à chaque sommet d'un orage que nulle force ne saurait immobiliser, que je confierai le soin de ma redécouverte, vous qu'une singulière timidité berce encore sur des genoux d'enfants, résistantes existences au jugement de poussière, aux affections errantes, parmi les voyages latents et les domaines de la confusion, entendez-vous la voix de ciment, où j'en suis, entendez-vous la voix de ciment des loups quand elle se cogne contre la paroi du monde? Entendez-vous la voix de ciment des loups quand elle se cogne contre la paroi du monde? Des tessons de vagues se dispersent alors dans les roseaux sous les yeux et les criques humaines se mouillent des larmes aiguës de l'abandon, les échardes de la mer, le sable nouveau où a fui la tendresse des objets de nuit, des seins de soleil doux au toucher des doigts, Varek, encore un cadavre de jour à emporter furtivement en amont de ce glissement universel des choses et des inspirations. Où finit la muraille? Vous changez le nuage en ombre de harnais. Le temps est libre au poitrail d'un nouveau chant. Le temps n'est pas le même sous la dent vigoureuse de l'orage que celui posé en crépitement de fougères sur la table d'opération du monde. L'être se soumet aisément à la pluie sans durée, au flot de son manque de hausses et de baisses auditives. Le temps est un système de coordonnées, un rapport imprévisible de masse, et les infinies liaisons que présentent entre eux les objets de sensation ont par la voix animale que par celle des autres, tant par la voix animale que par celle des autres, ont suffisamment éloigné de nous l'horizon limite de la conscience pour que, dans nos mouvements, rien ne nous empêche de formuler un vague principe de liberté lié pour la plupart des cas à une illusion de fixité. J'assiste au spectacle d'une vie se déroulant tout à coup à une vitesse virtuelle qui n'a aucune raison de se limiter, ou à celui d'une considérable raréfaction de points de repère, d'un ralenti solennel, à celui d'un agrandissement insensé de ce qui nous entoure, ou à celui d'un rapetissement à l'infini de tout ce qui existe. On peut concevoir aussi, par secteur et par strata, la coexistence de ces mouvements, ce qui compliquerait singulièrement le problème des exigences annoncées. Où finit l'esprit de suite de l'homme? Se prolonge dans l'individu par cascade lumineuse la capacité de ses réceptacles sentimentaux. C'est le domaine de la déception qui tourne à la triomphante aridité. Je ne vais pas en lire plus, c'est pas la peine de massacrer. Tellement de choses ici qui sont... Si on prend même sur les traces, sur des traces vigilantes. La main passe. Les mutations radieuses. Les doutes à l'écart. Le géant des murs, l'annonciateur de prunelles. Matin de marbre. La proie du silence, masse d'alarme, sable arraché à la rivière. Voilà. Tristan Tzara, parce que il y a des jours, je suis bon qu'à ça. On va prendre ces trucs, mariner là-dedans, même pas suivre du récit, du roman, mais une littérature qui ne conduit qu'à elle-même, qui vous appelle, vous, à sortir du dedans de la cervelle. Mais c'est
travailler tout ça là-dedans, et puis bah, ça se remet en place. Est-ce que vous vous sentez mieux ou pas? C'est pas la question, mais en tout cas, la langue n'aura conduit qu'à elle-même, et ça donne un sacré équilibre. C'était le 12, Tristan Tzara, je suis content qu'il soit là. Dommage pas à le voir à Montparnasse.